Florentino Pérez, Sergio Ramos et Pep Guardiola. Les amis, cette semaine dans la revue de presse, j'ai évoqué 3 news autour de ces 3 noms sans pouvoir forcément aller un peu plus loin dans l'éclairage de tel ou tel sujet. Ainsi, voici regroupés sur YouTube les 3 vidéos postées sur mes autres plateformes où là, j'ai pu vous offrir un éclairage XXL. 1. Real Madrid, 7 défaites au rayon X. 2. Pep Guardiola, les 3 noms pour lui succéder et 3, Sergio Ramos. Comment compte-t-il racheter le club de Séville? C'est parti, bonne lecture. Les amis, je voulais vous partager mon avis sur le Real Madrid, car la défaite à Lisbonne était la 7e défaite du Real cette saison, et franchement, on ne peut pas dire que la victoire face au Rayo Vallecano dimanche dernier a rassuré les socios. 7 défaites au goût amer, avec pour moi un double écart. Écart avec des adversaires supérieurs et écart avec la propre image, la propre histoire du Real Madrid. Souvenez-vous de ces défaites, dans l'ordre. Atlético, Liverpool, Celta, City, le Barça, Albacete, club de D2 et Benfica, laissant au passage le Real sans la Supercoupe d'Espagne, sans la Coupe du Roi, délogé de la première place de la Liga et donc sorti du top 8 européen. Alors, avoir dans ses rangs le meilleur buteur de la première phase de groupe, Kylian Mbappé avec 13 buts, et avoir l'un des meilleurs gardiens du monde, Thibaut Courtois, eh bien cela ne suffit pas, les amis. Le Français lui-même, souvenez-vous, s'est montré comme gêné par l'attitude proposée à Lisbonne, loin de la gouvernance que doit affirmer un club champion comme le Real Madrid. Le Belge, lui, s'était fâché après le coup de sifflet final, voyant ses coéquipiers ne pas aller saluer les supporters venus au Portugal. Cette sortie du top 8 met pour moi en relief de vieux comme de nouveaux problèmes à Madrid. Le premier, commençons peut-être par le plus immédiat. Antonio Pintus, souvenez-vous, revenu à la préparation physique après avoir été écarté par Xabi Alonso, eh bien, il pensait pouvoir profiter du mois de février qui s'était allégé après l'élimination de la Coupe du Roi et sans compétition européenne, pensant le top 8 assuré. Eh bien, ce mois de février devenait idéal pour mettre en place une mini pré-saison pour remettre en condition le groupe. Résultat, pas de top 8 et l'obligation de passer par les playoffs. 17-25 février et de nouveau face à Benfica de José Mourinho. Le plan de Pintus tombe en partie à l'eau et le Real pourtant en avait besoin, les amis, à regarder l'infirmerie qui vient en plus d'accueillir le malheureux Bellingham pour 3-4 semaines. Alors je dis en partie, car Antonio Pintus va regarder tout de même pouvoir caler un programme spécifique comme nous l'avançait. Et juste pour rappel, en cas de qualif, eh bien le Real affronterait le surprenant Sporting ou Manchester City en 8e de finale. Mais tout cela semble vraiment tellement loin aujourd'hui. Le deuxième problème, il est lui plus ancien. Il s'agit de la stratégie sportive du Real. Souvenez-vous, le club est allé chercher 4 profils l'été dernier. Mais les amis, lequel d'entre eux s'est réellement imposé avec force? Pour moi, aucun. Tous jouent presque par défaut. Après un démarrage impactant, le jeune Heusen ne rassure plus en défense centrale et sans les blessures combinées des Militao, Rudiger et Alaba, eh bien, il aurait sans doute été délogé du 11. Et attention, car même sa place en sélection pourrait être débattue. Idem pour Carreras, ce poste de latéral gauche, il est un terrain miné après les 2 décennies brésiliennes XXL de Roberto Carlos, puis Marcelo. Ferland Mendy, le français, en sait quelque chose. Et un poste qui semble si fragile aujourd'hui que Madrid vient même, les amis, d'empêcher in extremis Fran Garcia de filer à Bournemouth, trouver du temps de jeu, alors que le mouvement semblait entendu entre les parties. Et sans oublier, je n'oublie pas les piges occasionnelles de Camavinga à ce poste. À droite, Alexander Arnold. Il est pour moi l'ombre du joueur qu'il était à Liverpool. Il est tout le temps blessé, obligeant le staff à bricoler. Le couteau suisse Lucas Vazquez est parti, le capitaine Carvajal est blessé et le poste est occupé aujourd'hui contre sa volonté par Valverde qui fait ce qu'il peut. Enfin, Mastantuono. Il est, c'est vrai, le symbole de la nouvelle vague argentine, mais le jeune joueur arrivé de River, les amis, ne trouve pas pour le moment sa place. De fait, lorsque Xabi Alonso était là, car ce dernier, souvenez-vous, voulait faire venir Zubimendi, lui, de la Real Sociedad, parti finalement à Arsenal, car il voulait une boussole expérimentée après les départs de Kroos puis de Modric. Mais la direction sportive, elle, en a décidé autrement. Arbeloa, lui, qui est plus proche des sphères internes, titularise
Mais Mastantuono n'a encore rien démontré pouvant justifier la bataille mercato dont il a fait l'objet l'été dernier. 4 joueurs, 4 profils pour un total de près de 170 millions d'euros. Maintenant, vous me direz, pour 3 d'entre eux, et c'est vrai, ils sont très jeunes, et sans les blessures de certains cadres, ils auraient sans doute évité d'être ultra exposés. Mais la réalité est tout autre, et elle met en lumière un problème pour moi d'anticipation dans la régénération de l'effectif du Real Madrid. Alors ce club reste à part et à 1 point du Barça en Liga et encore en lice en Europe. Le succès est encore possible, mais les voyants ne sont pas forcément au vert. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous lis et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La suite, ce sera avec la revue de presse internationale ici derrière sur la tablette magique. Je vous dis à très vite. Les amis, la presse anglaise, depuis 48 heures, se pose de nouveau cette question. Qui succédera à Pep Guardiola à Manchester City? 3 probabilités avancées. Xabi Alonso, Cesc Fabregas et Enzo Maresca. Faisons le point. Tout d'abord, pour rappel, Guardiola a débarqué à City le 1er juillet 2016. Il y a donc déjà quasiment 10 ans, les amis, en provenance du Bayern Munich. Son contrat, prolongé en novembre 2024, court encore jusqu'au 30 juin 2027. Et le Catalan, qui vient de fêter ses 55 ans, avait annoncé, souvenez-vous, il y a plusieurs mois déjà, qu'il n'irait pas plus loin. Mais pourrait-il ne même pas aller jusqu'au bout de ce contrat et quitter le banc des Citizens dès le mois de juin prochain, 26, et non 27? La question est là, qui maintenant? Regardez, ce mardi 3 février, regardez là, le titre sous la photo du Norvégien Jørgen Strand Larsen, je vous le rappelle, attaquant gros coup du mercato Crystal Palace, arrivé de Wolverhampton pour 48 millions de livres sterling. Regardez ce titre, Alonso in frame for City job, Alonso pressenti pour Manchester City. Matelot, journaliste au Daily Telegraph, avance ainsi que Xabi Alonso serait sur une shortlist de 3 potentiels successeurs. Alors selon l'eau, le match nul 2 buts partout à Tottenham dimanche dernier, alors que City a mené 2-0, aurait poussé les observateurs à se demander si ce City avait réellement les capacités pour mettre la pression sur Arsenal, principal rival pour le titre, et ainsi à s'interroger d'autant sur le futur de Pep Guardiola. Bien entendu, plusieurs sources proches du club, nous dit l'eau, dénoncent ces spéculations, mais cela n'a pas empêché les rumeurs de se multiplier, selon lesquelles le club serait bien en train d'élaborer des plans quant à cette éventualité de départ de Guardiola. Enzo Maresca pourrait être le premier sur cette shortlist, les amis. Il a été l'adjoint de Guardiola à City, vous vous en souvenez, et le mois dernier, souvenez-vous là aussi, il avait été limogé de Chelsea quelques jours après avoir annoncé en toute transparence à son club qu'il avait eu des discussions avec la Juventus et Manchester City. Xabi Alonso, lui aussi est libre, et lui aussi remercié le mois dernier par le Real Madrid. Et vraisemblablement, toujours selon Matelot, eh bien City considérerait sérieusement son profil malgré son ADN Liverpool, grand rival, notamment depuis les années 2010. Je vous rappelle que Xabi Alonso a été joueur de Liverpool de 2004 à 2009, arrivé en provenance de la Real Sociedad et parti ensuite rejoindre le Real Madrid avant de finir sa carrière de joueur au Bayern Munich. Attention, de fait, son nom est également évoqué pour succéder à Arne Slot, sous pression sur le banc de Liverpool. Enfin, Cesc Fabregas serait le 3e nom posé sur cette shortlist. Il a été le joueur de Guardiola au Barça, puis adversaire, toujours comme joueur, avec Chelsea face à Manchester City. Son parcours comme coach est suivi de près. Il est actuellement 6e de Serie A avec Comme et à 4 points des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Fabregas plaît énormément. Alors, à vous de me dire, les amis, selon vous, lequel de ces 3 profils serait le meilleur pour City? Ou peut-être avez-vous un autre nom à me proposer, ou même pensez-vous que Guardiola finalement ira jusqu'au terme de son contrat en 2027? Dites-moi tout, je vous lis, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Les amis, aujourd'hui, je vous raconte comment Sergio Ramos compte prendre le contrôle du FC Séville. Accrochez-vous parce que ce n'est pas simple. Tout d'abord, offrons-nous un rappel. Ramos, souvenez-vous, a été formé dans le club andalou pour y devenir professionnel. C'était dans les années 2000, avant d'y revenir 23 ans plus tard, 2023, pour une saison avec entre les deux
le Real Madrid 16 ans durant et le Paris Saint-Germain 2 ans. Et puis, après cette deuxième étape sévillane, une escale d'1 an au Mexique à Monterrey. Alors Sergio Ramos, les amis, est le fer de lance d'un groupe d'investisseurs qui a obtenu un accord de négociation exclusif visant le rachat du club. Pourquoi je vous dis exclusif? Parce que c'est un accord de 3 mois pour se plonger uniquement dans les comptes du club et décider si oui ou non à la fin une offre sera présentée. Ils sont seuls à le faire, à pouvoir le faire. Ce même type d'accord avait déjà été signé précédemment avant Ramos avec 1 à 2 fonds d'investissement nord-américains qui, face au panorama financier, avaient alors décidé de faire machine arrière. Sachant que la dette du club s'élèverait à quelques 300 millions d'euros, on parle d'une offre de Ramos & Co à hauteur de 450 millions d'euros. À date, Sergio Ramos aurait avec lui les associés suivants, les amis. Vous allez voir avec un parfum argentin. 511 Capital. C'est une holding avec comme homme fort, lui, l'entrepreneur argentin Martin Inc. Et où l'on retrouve, en observant l'organigramme, cet homme, Antonio Cordón, qui n'est autre, les amis, que l'actuel directeur sportif du FC Séville, passé notamment à ce même poste par l'Olympiakos, Villarreal, le Betis ou encore Nottingham Forest. 511 Capital, pour info, était sorti du bois il y a 1 an en Espagne lorsque le conglomérat chinois propriétaire de l'Espagnol Barcelone cherchait à vendre le club catalan. Deuxième associé avec Ramos, la famille Wertheim, dont le groupe exerce principalement en Argentine, dans le domaine des droits de retransmission audiovisuelle. Vous y trouvez 2 frères, Dario et Adrián Wertheim, chargés notamment du signal télévisé des matchs de la première division argentine. Autre visage important dans cette séquence, lui, Javier Botín. Il est le fils d'Emilio Botín. C'est une énorme famille ralliée à la puissante banque espagnole Santander. Selon plusieurs sources, Javier Botín aurait joué un rôle d'intermédiaire, de médiateur entre les futurs acheteurs et les actuels actionnaires du club, et ce, via JB Capital Markets, société madrilène montée en 2008, JB pour les initiales de Javier Botín. L'écosystème actionnarial du club, les amis, n'est pas simple, car il est divisé avec notamment 2 grands blocs qui constituent à eux deux une majorité avec 53% des actions du club. Je vous explique. D'un côté, 23% détenus par un conglomérat formé de José Castro, vice-président du club, avec la famille Alès et avec un groupe appelé le groupe de Utrera. De l'autre côté, 30% répartis entre la famille Carrion et un groupe appelé le groupe des Américains. 23 plus 30, 53%, une majorité. Sergio Ramos aurait discuté d'ailleurs avec ces 2 blocs qui verraient d'un bon œil cette vente. Et si Ramos réussissait à acheter les titres de ces 2 grands blocs, vous l'aurez compris, il détiendrait les actions suffisantes pour contrôler le FC Séville. Mais il lui reste encore à discuter avec les détenteurs des autres actions restantes, parmi lesquelles figure la famille Del Nido, à hauteur de 28%. José María Del Nido Benavente, ancien président et père de l'actuel président au même prénom, José María Del Nido Carrasco. J'espère que vous me suivez. Le père Del Nido, les amis, se revendique comme étant le seul sauveur possible du club. Pour rappel, c'est sous sa présidence, entre 2002 et 2013, que le FC Séville avait remporté 6 titres, dont 2 Coupes d'Europe. Il avait ensuite été condamné à une peine de 3 ans entre 2014 et 2017 pour une affaire de corruption. C'est un homme dur, à l'ancienne, mais si le modus operandi lancé par Sergio Ramos va au bout, donc si Ramos acquiert la majorité avec les 53% dont je vous ai parlé, eh bien Del Nido, les amis, serait obligé de vendre pour ne pas se retrouver juste là comme posé dans l'organigramme d'actionnaires, mais sans pouvoir toucher le moindre euro de la vente et sans aucun pouvoir de décision. Sur cet échiquier, un dernier nom important à mentionner, le fameux directeur sportif Monchi, les amis, qui à l'automne dernier a quitté Aston Villa. C'était lui, le grand architecte historique du FC Séville, aux 5 Ligues Europa, dont 3 consécutives de 2013 à 2016. Grâce à lui, entre achat et vente, eh bien, le club a longtemps réussi à tenir à flot économiquement. Mais ce temps est révolu. Monchi est un nom que tous les potentiels repreneurs veulent accrocher à leur étendard comme une sorte de laissez-passer. Mais à date, Sergio Ramos, lui, ne se serait pas encore avancé publiquement sur la question, d'autant que, je vous le rappelle, le directeur sportif actuel, Antonio Cordón, apparaît donc dans 511 Capital, allié de Ramos.
Ramos, les amis, est un pur sévillan, mais son histoire est à double face avec le club, amour et haine, et notamment lorsqu'il portait le maillot du Real Madrid. Et il faut se souvenir de ses fortes dissensions avec le père d'El Nido. Va-t-il réussir? Une chose est sûre, il veut être le décisionnaire, il veut le pouvoir. Dites-moi les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous lis en commentaire et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.